Tu vois, on mange plus par gourmandise que par nécessité. On mange parce que c'est bon au goût. Voilà, il faut arrêter parce que c'est une alimentation qui nous rend malade. Si on a un minimum, je dirais, de raison, de logique et de cœur, on ne peut pas cautionner ces élevages industriels où on va élever des animaux dans la douleur, où on va produire de la mauvaise viande avec beaucoup d'oméga 6 pro-inflammatoires qui causent des maladies. Tout ça pour donner à tout le monde l'opportunité de manger de la viande à bas prix. On est le seul pays dans le monde à ne pas intégrer notre personnel soignant qui a refusé l'obligation vaccinale. Comment on peut accepter ça? On n'a pas d'ennemis face à nous. On ne sait pas contre qui nous battre. Ça, en fait, c'est fait pour vous nuire. Toute cette colère que vous n'arrivez pas à projeter sur l'autre, vous la reprenez comme un boomerang. Les médias vous fabriquent une fausse réalité. Ce n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur, ce que vous voyez à travers les médias. Coupez-vous des médias mainstream, allez chercher vos propres informations, entourez-vous de personnes positives. Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, j'ai un invité spécial comme tous mes invités que j'ai la joie de recevoir. Ce soir, j'accueille monsieur l'auteur engagé Gilles Lartigot. Yes. Parfait. Salut Sandrine. De quoi veux-tu qu'on parle ce soir? D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a donné envie de m'inviter? Justement, donc je tenais à te remercier d'avoir accepté cette invitation. Écoute, ça fait très longtemps que je te suis et en fait, je te connais parce qu'en fait, j'ai co-créé une association qui s'appelle Coopération Planète. Et c'est vrai qu'en fait, de par ton parcours et de par justement ton engagement, moi, c'est ça qui me touche chez toi. Et comme tu disais, c'est assez rare de voir justement des hommes déjà qui sont engagés pour un monde meilleur, enfin du moins de mes connaissances. Après, il doit sûrement en avoir plein, hein, mais moi, j'en connais pas. C'est l'occasion aussi de mettre en avant des personnes qui ont un parcours extraordinaire dont on parle pas assez. Je te remercie. C'est vrai que je suis revenu dans le sud. D'ailleurs, on ne dira pas trop ma localisation pour garder une certaine discrétion par rapport à ce que je fais. Tu sais que j'ai toujours en fait écrit avec mon vrai nom. En fait, c'est pas du tout un pseudo, etc. Je pensais pas que ça aille aussi loin. Au départ, c'était je dirais les révélations par rapport, je dirais, à la maltraitance animale, surtout dans le milieu de l'exploitation industrielle au niveau de l'alimentation. Ensuite, ça a été l'industrie agroalimentaire. Avec le tome 2 de mon livre, ça a basculé vers l'industrie pharmaceutique où là, j'ai vu que j'avais un peu dépassé le Rubicon, hein, puisque j'ai été blacklisté notamment en télévision, là où j'avais fait quasiment toutes les émissions et beaucoup de plateaux. Sur le deuxième livre, dès qu'on parle de la santé, dès qu'on parle du traitement du cancer, etc., avec aussi la partie résilience que j'ai appelée survivalisme, mais survivalisme bien pensé, hein, survivalisme comme le pratiquait mon grand-père. Ça a encore plus accentué, je dirais, les méfiances à mon égard, étant donné ce qu'on a connu ces 3 dernières années. Donc voilà, je dois garder un minimum de discrétion concernant ma localisation aujourd'hui, sachant que je suis revenu du Québec. Hein, j'ai vécu plusieurs années avec mon épouse au Québec. C'est là où j'ai écrit d'ailleurs le premier livre, Hit. Et je suis revenu au début de cette pandémie, qu'on va appeler comme ça, début donc 2020. Et depuis, donc, je suis resté en France. Je suis très bien en France. Je trouve que la France est un pays assez extraordinaire, notamment par rapport, tu disais qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient pour un monde meilleur. Je pense qu'il y a autant d'hommes et qui aujourd'hui prennent la parole. Et nous, en tant que Français, on ne s'en rend pas compte. Mais des personnalités comme le professeur Raoult, le professeur Perron, mon ami Louis Fouché, qui est intervenu concernant, je dirais, l'aberration hein, du port du masque, etc. Il n'y en a pas légion dans d'autres pays. En France, en fait, on a encore ce côté, je dirais, rebelle, mais pas du tout la rébellion dans la violence. La rébellion par rapport à nos convictions. Tu sais que je porte aujourd'hui mes convictions. D'ailleurs, je te remercie beaucoup de m'avoir présenté comme un auteur engagé. Je pense que c'est la première fois qu'on emploie ce terme-là. Et si tu m'autorises, je vais le garder parce que je me reconnais bien en fait là-dedans. Oui. On connaît bien là-dedans, vraiment. D'accord, moi c'est comme ça que je te définis. Alors justement, je t'avais même pas demandé en effet si ça te convenait, mais bon, du coup,
Oui, si ça ne me convenait pas, je te l'aurais dit dans tous les cas. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que mes engagements aujourd'hui sont multiples. On a du mal aujourd'hui à me caser dans une boîte et c'est très bien comme ça. J'interviens dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit le sport, l'alimentation, aujourd'hui le sociétal de plus en plus, également la musique, où j'ai des émissions de culture musicale. Donc voilà, je brouille un petit peu les pistes volontairement pour pas qu'on m'enferme dans une boîte. On m'a longtemps enfermé dans la boîte des végans. J'ai jamais été végan en fait. J'ai soutenu ce combat des végans, notamment par rapport à l'élevage industriel, mais je ne les soutiens pas du tout lorsqu'ils vont jeter de la peinture rouge sur les devantures de bouchers. Tu vois, il y a des Oui, actions aujourd'hui qui sont complètement inutiles et qui nuisent à leur cause. C'est bien dommage que la télévision et les médias mainstream se servent de ces personnes-là qui sont considérées comme des extrémistes pour oui. définir une cause qui est quand même noble, c'est-à-dire que l'élevage industriel, je pense qu'on ne peut pas, si on a un minimum, je dirais, de raison, de logique et de cœur, on ne peut pas cautionner ces élevages industriels où on va élever des animaux dans la douleur, où on va produire de la mauvaise viande avec beaucoup d'oméga 6 pro-inflammatoires qui causent des maladies. Tout ça pour donner à tout le monde l'opportunité de manger de la viande à bas prix. Et ça, voilà, je me bats pas contre ça. En fait, je suis pas du tout un combattant. Tu l'as compris certainement. Moi, je diffuse en fait des messages. Je suis juste un messager. Et j'ai la Mhm. chance aujourd'hui, depuis maintenant la sortie du premier livre, Hit, depuis 8 ans, de pouvoir en vivre. Et pour moi, c'est une très grande chance parce que je me dis, si j'étais dans je dirais, au process normal du travail, 35 ou 40 heures par semaine, on n'a pas le temps en fait de s'informer. Et aujourd'hui, l'information et la recherche d'information, c'est mon travail. Donc, j'essaie d'en faire profiter mes lecteurs et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, parce que je suis quand même un producteur de contenu assez prolifique. J'ai produit Oui, plus de 600 émissions dans le Hit Club, qui est un club privé et qui me permet également de financer mon travail depuis justement le début de cette pandémie. Hein. Je pense que si tu te rappelles, en mars 2020, on ne savait pas du tout ce qui nous tombait là-dessus. Et on a eu la chance voilà, d'avoir, nous, des informations en primeur, donc je dirais, d'être passé entre les mailles du filet, voilà, si on peut oui. utiliser ce terme. Voilà. Merci pour cette présentation. Je tiens aussi à dire bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Bienvenue à tous. Il y a déjà des questions. On te demande, c'est quand le troisième livre, la sortie du troisième livre? J'y travaille assidûment, mais comme je te dis, je produis quasiment au quotidien des émissions pour le Hit Club. Donc, concernant l'alimentation, concernant également le sociétal et aussi des émissions concernant nos animaux, parce que j'ai Valérie, donc, qui est herboriste vétérinaire, Mhm. naturopathe, donc qui peut conseiller les personnes par rapport notamment à l'alimentation des animaux et par rapport à leurs soins, parce que là, notamment, elle a étudié, je dirais, ce qui s'est passé dans les cliniques vétérinaires. Et moi qui ai enquêté, on a enquêté ensemble en fait dans la médecine, je dirais pour les humains, hein, la médecine allopathique. Ce qui se passe chez les vétos, ça va beaucoup plus loin. Il y a beaucoup, je dirais, d'exagération par rapport à des soins, par rapport à aussi des tarifs. Et en fait, les vétos ne nous disent pas tout, disent pas tout en fait aux propriétaires des animaux. Donc ça aussi, c'est une émission qui nous tient à cœur avec Valérie. Donc le troisième livre va sortir le moment venu. Voilà. D'accord, merci. Comment ça t'est venu en fait ton parcours par rapport à ça, concernant bien sûr le bien-être des animaux, mais de nous-mêmes aussi? Alors, je vous invite, parce que sinon je vais quasiment remplir ton heure ou ton heure 30, D'accord. je vous invite à regarder en fait, une interview que j'ai donnée pour la chaîne Tistria. C'était maintenant, peut-être il y a 4 ans, voire 5 ans, qui s'appelle Le pouvoir de l'alimentation, Mhm. qui a fait aujourd'hui quasiment un peu plus de 800 000 vues. Une interview dans laquelle je retrace mon parcours et j'explique comment je suis arrivé à enquêter justement dans le domaine de la protection animale. Voilà. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup aussi de choses voilà, sur mon parcours et tout ce qui est protection animale et puis aussi le premier livre sur l'alimentation. Donc je ne voudrais pas répéter ce que j'ai dit ailleurs. Bien sûr. Tu fais bien, tu fais bien. Merci de donner la source et comme ça on pourra aller directement rechercher. Moi, c'est vrai que bon, l'émission s'appelle Hashtag Possible parce que l'idée c'est de mettre en lumière les personnes qui ont fait de leur vie, de leurs envies, de leurs désirs possibles.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui se posent des questions, mais qui se disent oui, mais c'est compliqué, moi j'aimerais faire ceci ou cela, hein, peu importe le parcours, l'envie, le désir. Mais bon, comme tu l'as précisé, et je tiens aussi juste à rectifier que oui, en effet, je suis d'accord avec toi, il y a autant d'hommes que de femmes qui œuvrent pour un mieux-être. C'est juste que je ne les connais pas en fait, peut-être parce qu'ils sont pas visibles sur les réseaux, ou du moins c'est moi qui ne les vois pas aussi, hein, c'est possible aussi. Mais Oui, tu voilà, sais, qu'est-ce que on a chacun notre prisme et on est on là pour? évolue chacun dans un environnement et on voit pas forcément, il n'y a pas forcément d'interaction avec les autres mondes qui sont à côté de nous. D'ailleurs, c'est ce qui fait notre faiblesse parce que c'est une des règles du livre L'art de la guerre. C'est la force d'une armée, en fait, c'est le nombre. Donc, théoriquement, les peuples seraient beaucoup plus puissants que ceux qui les gouvernent. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mhm. Et concernant, je dirais, non pas cette rébellion ou cette dissidence, en tout cas des personnes qui pensent différemment par rapport au narratif des médias mainstream, et je veux parler de tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans et ce qu'on vit encore aujourd'hui, hein, avec la guerre, cette russophobie, etc., il y a réellement un manque de connaissances par rapport à notre histoire. On ne peut pas comprendre aujourd'hui le monde dans lequel on vit si on ne connaît pas notre histoire. Voilà. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc ça, c'est très important. La première des choses, c'est de se poser des vraies questions, notamment par rapport à nos sources d'information. Comment aujourd'hui nous abordons l'information? Très souvent, c'est sous forme de push, c'est-à-dire l'information, elle vient à nous. Elle vient à nous, pour ceux qui regardent les médias mainstream, c'est une seule source d'information. Il n'y a pas, je dirais, d'informations différentes lorsqu'on est sur des médias mainstream. Parce que les médias mainstream, aujourd'hui, c'est un milieu qui est extrêmement cloisonné. Ce sont les propriétaires, il y a à peu près 10 personnes qui possèdent tous les médias en France, ce sont des milliardaires, donc qui ont investi sur des médias, en général, qui sont déficitaires, notamment la presse écrite. Il faut savoir que la presse écrite est subventionnée par nos impôts pour qu'elle puisse continuer à vivre. On peut se poser la question, pourquoi ces milliardaires, qui sont devenus milliardaires par la force, je dirais, de leur travail, et surtout le travail des autres, hein, donc, et de leurs employés, de leurs entreprises, ils ont fait de l'argent. Pourquoi ils investissent en fait dans des médias où ils vont perdre de l'argent? Parce que, comme disait le général de Gaulle, les médias sont le quatrième pouvoir. Il disait ça dans les années 60. Aujourd'hui, c'est le premier des pouvoirs. Qui possède aujourd'hui l'information possède le peuple. Il possède le peuple parce qu'il va pouvoir fabriquer son consentement. Et ça ne vient pas de moi, c'est des études donc, du célèbre Noam Chomsky, je pense que vous le connaissez. Donc c'est un contemporain, un américain, un professeur de linguistique et qui a étudié la sociologie, qui a étudié les médias et qui tire des conclusions absolument incroyables. Et cette fabrication des médias, elle n'est pas nouvelle. Elle date du début des années 20 avec Édouard Bernays. Édouard Bernays était quelqu'un qui a inventé les relations publiques, qui a inventé la publicité, qui a inventé ce pouvoir médiatique sur les peuples, c'est-à-dire en mentant ouvertement, hein, en cautionnant certaines guerres, par exemple, en envoyant des fausses informations. Je prends juste un exemple que tout le monde se souvient, c'est Colin Powell qui va comme ça à l'Assemblée de l'ONU avec sa petite fiole. Voilà, ceci est une arme de destruction massive. C'était un mensonge. Il a avoué à la fin de sa vie que c'était un mensonge. Donc en fait, on a cautionné, tout ça, ce sont des mensonges de guerre. À chaque guerre, il y a des mensonges, de part et d'autre également. Hein. Mais il faut se rendre compte donc, que ce pouvoir médiatique est aujourd'hui est une arme de destruction massive de notre liberté de penser. Donc, si on arrive aujourd'hui à se soustraire de ces médias mainstream, il faut aller chercher l'information ailleurs. Donc, où aller la chercher? Donc, il faut aller la chercher par rapport à des gens qui produisent, je dirais, un vrai travail, c'est-à-dire des gens, des professionnels qui vivent de ça, qui écrivent des livres, qui interviennent sur différents médias, qui sont surtout sans conflit d'intérêt. Donc, moi, je suis sans aucun conflit d'intérêt. Moi, je vis uniquement via mes lecteurs et ceux qui financent aujourd'hui le Hit Club, qui financent mon travail par le Hit Club. Donc, je n'ai aucun support, aucune subvention quelconque. Donc, on est en droit je dirais, de douter de ce que je dis, mais très bien, hein, le doute, il faut que le doute nous habite, hein, comme diraient des proches.
Il faut qu'on garde toujours ce doute en tête, mais il faut qu'on aille chercher justement l'information ailleurs que dans les médias mainstream. Et aujourd'hui, il y a une grande fracture sociétale. C'est cette fracture par rapport aux médias, ceux qui ont basculé totalement dans le narratif, ce narratif de la peur, tu vois, ce narratif des sachants qui vont nous dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, et qui vont nous imposer leur façon de penser. Et ça, moi, c'est quelque chose que je refuse totalement. Personne n'est en droit de me dire que ce que je pense mal. Non. Donc, ce que je pense, c'est ma propre pensée. Donc, il faut arriver, je dirais, à avoir ce panel d'informations comme un immense puzzle, parce que dès qu'on a entre guillemets, une révélation, moi je l'ai eu par rapport justement à cette souffrance animale où j'ai ouvert une porte et qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Donc, peu importe la porte qu'on va ouvrir, une espèce de prise de conscience en disant bah, tiens, oui, on m'aurait menti, ben oui, on m'a menti. Voilà, donc, non pas à l'insu de mon plein gré, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on en est conscient. Et il faut qu'on mette de côté cette dissonance cognitive. Hein. On peut dire oui, mais on m'a menti, mais je vais faire comme si. Non, voilà. On nous a imposé quelque chose. N'oubliez pas, les amis, hein, ceux qui me regardent, ceux qui nous regardent aujourd'hui, on vous a peut-être imposé quelque chose contre votre plein gré, en fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et nous avons tous plus ou moins cédé. Ceux qui n'ont pas cédé justement à cet impératif de vaccination obligatoire hein, ont pu avoir une certaine forme de résilience. Il y en a beaucoup en fait qui ont basculé malgré eux. Je ne connais personne aujourd'hui qui était convaincu que ça allait vraiment nous protéger peut-être une faible partie de la population. Donc tu vois là où je veux en venir, c'est que pour déjà faire des choses, il faut se libérer de toute cette mainmise de l'État sur la gestion de notre vie. Oui, douter sur ce qu'on nous dit et puis s'informer, comme tu dis, mais pas forcément dans les médias mainstream, on est d'accord. Justement, à ce sujet, est-ce que tu, de par ton expérience, vois et ou penses que c'est surtout en France ou éventuellement dans le monde entier par rapport au Québec? Parce que justement, je reprends la question de Jules qui nous dit, Gilles, tu préfères la vie en France ou celle au Canada? Bon, sous-entendu par rapport à ce qui se passe aussi. La vie au Québec nous manque beaucoup, mon épouse et moi, c'est certain, mais pas dans les conditions d'aujourd'hui. En fait, la vie a changé, hein, vous en êtes rendu compte, hein, ici en France et aussi au Québec, au Canada, et puis dans tous les pays hein, qui ont été soumis à cette dictature sanitaire. Donc les choses malheureusement ont changé et c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus en France. Parce que je pense qu'il vaut mieux, en faisant le métier que je fais aujourd'hui, donc auteur engagé, hein, selon Sandrine, je préfère le faire ici, si tu veux, dans la merde des Français, que plutôt planqué à 5000 km au Québec. Voilà. J'ai beaucoup d'amis au Québec qui resteront mes amis. Malheureusement, le Québec, c'est 6 millions de personnes francophones. Hein. 6 millions, c'est à peine la région PACA, hein. C'est tout petit le Québec. Je dirais, à part Alexis Cossette et quelques autres, voilà, Radio-Québec et quelques autres, je dirais, médias, entre guillemets, dissidents, qui se font allumer grave là, au Québec, il n'y a pas beaucoup de monde. On est beaucoup plus nombreux je dirais, à garder la tête hors de l'eau et à dire ce que nous pensons en France. Donc, pour répondre à ta question, moi, aujourd'hui, je suis beaucoup mieux en France, même si la vie vraiment n'est pas facile, hein, j'en conviens, parce que c'est ma terre, parce que c'est mon pays, parce que j'adore l'histoire de France et j'aimerais, par mon travail, laisser une trace pour ceux qui viendront après nous et qui étudieront ce qui s'est passé dans les années 2020. D'accord. Et je pense qu'ils en tireront la conclusion que c'est pas joli et qu'il y a eu des résistants, mais peut-être pas assez. Il y a eu une soumission, je dirais, de l'ensemble de la population qui est assez effroyable. Moi, tu sais, j'ai eu un moment de bascule. C'était, je pense que c'était l'année passée, ou oui, c'était en 2021, où les enfants ont dû rentrer à l'école avec le masque. Et là, je me suis dit, si les parents acceptent, c'est mal barré. J'ai vu déjà que dans la région du Sud, par 40 degrés, les gens gardaient le masque. Je me dis, bon, il y a quand même un gros travail qui a été fait. Et là, ensuite, donc, il y a eu cette obligation vaccinale. On a vu que les personnes allaient se faire vacciner, ne serait-ce que pour sortir, aller au resto, ou même voyager.
Et là, donc, tu te dis, bon, il n'y a pas beaucoup de résistance, en fait. Et les seuls qui ont résisté, en fait, notamment les soignants, et c'est là où je supporte mon ami Louis Fouché de tout cœur avec Fabien Moine, qui ont fait un film extraordinaire qui s'appelle Suspendu. Louis Fouché, que j'ai reçu il y a quelques semaines dans le e-club, qui tient des propos, mais juste extraordinaires. Un homme en paix avec lui-même, après tout ce qu'il a vécu, lui et son épouse, je pense que j'aurais été, moi, plutôt violent, en fait. Et c'est vraiment un homme de paix, avec des propos totalement cohérents. Comment on peut accepter, Sandrine, aujourd'hui, qu'on est le seul pays dans le monde à ne pas Mhm. réintégrer notre personnel soignant qui a refusé l'obligation vaccinale? Ouais. Mhm. Comment on peut accepter ça? Mais on accepte ça, tu vois. Oui. Et Ça aide le le pouvoir problème, de c'est que si on n'est pas réflexion. touché directement par cette Mhm. de fait, on se dit, bon, mais ça arrive aux autres. Mais on voit l'état dans lequel est l'hôpital. Et ça, je peux en parler, parce que dans le tome 2, j'interviewe Nicole Delépine, qui est une Oui. cancérologue, voilà, une éminente cancérologue, responsable du service pédiatrique de cancérologie à Garches, qui a été mis à la retraite forcée parce qu'elle refusait ces protocoles qu'on lui imposait, hein, que l'Institut du cancer lui imposait. Parce que tous les protocoles aujourd'hui des cancers sont imposés aux médecins. Hein. Les médecins n'ont pas la liberté de choisir, encore moins les patients. C'est ça. Hein. Et je ne parle pas des dépistages, des surdépistages, etc. Euh, comment on peut accepter je dirais, ce naufrage, en fait, de notre système de santé qui était un des meilleurs au monde. Mhm. Et lorsque je parle avec du personnel soignant, je dirais plus ou moins haut dans l'échelle, je dirais, sociale du médical, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés, il y en a beaucoup qui partent. Donc, on va avoir aujourd'hui de très gros soucis et c'est ce que veulent en fait nos gouvernants. Parce que lorsque j'entends François Braun s'exprimer avec des propos totalement incohérents, qui dit non, non, on les réintégrera jamais, mais Oui, comment ça se fait qu'il n'y ait aucun journaliste qui lui demande des comptes? c'est sûr. Comment C'est ça sûr. se fait, tu vois? Oui, Donc, s'il n'y a oui. pas des personnes comme moi et d'autres qui prenons la parole et qui dénonçons ce genre de choses, Mhm. que penseront nos enfants et nos petits-enfants? Écoute, désolé, envoie-moi sur des sujets positifs, parce que je ne peux pas, si Oui, tu bien veux, sûr. Non, non, mais c'est aller sur important tout ce qui ne aussi va de prendre. pas. Ça permet aussi de préciser, voilà, ton engagement. Et moi, c'est ça ce pourquoi je t'ai invité, de toute façon. Et Je me disais, pour répondre à ta question, comment faire des choses aujourd'hui, il faut pouvoir se détacher Mhm. de cette pression étatique. Si Mhm. on a la capacité, je dirais, d'avoir notre propre travail, d'être notre propre entrepreneur, entre guillemets, d'être auto-entrepreneur, ne serait-ce qu'artisan, ne serait-ce que, on l'a vu, les restaurateurs ont été mis sous la pression, tu vois, gouvernementale, Mhm. avec ce texte de loi, interdiction d'ouvrir, etc. Donc on a tous plus ou moins été touchés. Moi, en tant qu'auteur, oui, parce que mes livres n'étaient plus vendus, parce que c'était considéré comme des objets non essentiels. C'est pour ça que j'ai créé le e-club. Donc il y a toujours voilà, moyen d'essayer de passer entre les mailles du filet, de retrouver un minimum de résilience. Cette résilience dont je parle beaucoup dans le tome 2, cette résilience, cette non pas autonomie totale. Personne ne peut être autonome, hein, bien entendu, mais de créer aussi son clan, de créer son réseau, ne serait-ce que par une famille de cœur. Très souvent, notre famille de sang, même par ce qui s'est passé ces 2 ans, ça a créé des problèmes, même Oui. quasiment dans Mhm. toutes les familles. Hein, je pense que. Voilà. Et donc, on va être amené à rencontrer de nouvelles personnes. Et ça, c'était, tu vois, le point très positif des manifestations. Moi, je ne suis Mhm. pas du tout, pas trop favorable aux manifestations. Moi, c'est une perte de temps, etc. Mais celles que l'on a connues là, durant ces 2 ans, qui ont pris le relais aussi des Gilets jaunes, c'était assez extraordinaire de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, d'engager le dialogue, d'échanger le numéro de téléphone et que ça devienne ensuite nos amis. Ça a été juste incroyable. Ça a été incroyable, tu vois. Donc, créer aussi autour de nous un lien, voilà, ne serait-ce que des connaissances. On a la chance avec Instagram aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut créer aussi ce genre de lien, mais rien Mhm. ne vaut le lien local, le lien avec des personnes qui vivent près de chez nous. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que déjà, ne serait-ce que d'aller voir l'association du coin éventuellement, qui nous concerne, et de créer du lien, de réseauter, de discuter, ne serait-ce que ça, le changement commence comme ça. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. On a un Mm. gros réseau associatif en France.
énorme. C'est ce qui est intéressant. Il faudra que tu me parles de ton association. Et moi, si je peux intervenir, et voilà, je, je dirais, chacun, on a aujourd'hui une parole qui porte. Plus ou moins, je dirais, importante selon le nombre de personnes qui nous suivent ou notre, entre guillemets, notre popularité. Mais on voit que même des personnes qui sont très populaires, et là je vais quand même tacler certaines, non pas de mes amis, mais bon, des artistes hein, qui ont vraiment fermé leur gueule pendant 2 ans. Et c'est pas beau ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils se sont pas du tout exprimés. Voilà, ils ont fait, Mhm. comme on dit, carpette hein, dans le sud. C'est ça. Tu as une association pour combattre justement le réchauffement climatique. Tu as toutes les chances pour être appuyé par un réseau, que ce soit les maires, le local, le conseil général ou même l'État un petit peu Oui, plus parce bas. que ça fait bien, c'est à la mode, c'est un peu le Mais il truc. faut se demander pourquoi. Eh oui, Il faut se demander pourquoi. eh oui. Alors, il ne faut pas aussi tout rejeter en bloc. Voilà, n'exagérons Non, pas. Mais bien on peut se poser des questions. Il y a certains combats aujourd'hui qui sont complètement occultés, dont on ne parle pas du tout. Voilà. Et d'autres, et là, je pense que les artistes sont une espèce de marqueurs. Hein. C'est eux qui sont dans la mouvance. Donc on voit quel combat ils soutiennent pour se dire que ça, voilà, ça c'est de la fumisterie. Voilà. On te demande si tu as justement subi des pressions d'entreprise, en politique ou autre. Oui, oui, j'ai subi des pressions, je dirais comme tout le monde, voilà, que ce soit des trolls, des gens qui envoient. En fait, c'est très souvent des pressions et des menaces anonymes, hein, très souvent. D'ailleurs, alors je me bats, je sais que tous ceux qui me suivent là, qui sont présents là ce soir, beaucoup ont des pseudos, voilà. Euh, Oui, il ne me viendrait pas à l'idée, moi, d'insulter quelqu'un, si tu veux, avec un pseudo. Je dirais, mais tu vois, donc tu ne peux pas répondre et vaut mieux pas répondre. Voilà, une des règles, c'est qu'il ne faut pas nourrir les trolls. Hein, donc voilà. bien sûr. Mais voilà, ça touche parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde également les commentaires parce que je n'en ai pas voilà, aussi des centaines et des milliers. Je pense qu'il vaut mieux en avoir des milliers ou des centaines de milliers, comme ça tu ne regardes plus, tu vois. Mais donc voilà, il y a souvent des attaques et souvent c'est des attaques qui sont dirigées. J'ai pu le constater hein, assez récemment, chaque fois que je faisais une action qui irritait telle et telle personne, voilà, on essayait d'aller me mettre un peu les bâtons dans les roues et tout ça, ça se reconnaît parce que ce sont des gens qui interviennent en groupe et qui vont faire des espèces je dirais, de raids soit sur les Instagram ou les Facebook ou les trucs, en envoyant de fausses informations ou des insultes ou des gens, ne serait-ce qui connaissent très mal mon travail. Alors, je reconnais que je suis un auteur quand même assez prolifique. On ne peut pas tout connaître de ce que j'ai produit. Mais très souvent, les gens s'en tiennent juste à un extrait ou à une phrase sortie de son contexte ou alors sur des préjugés. Et moi, Oui, je suis contre ça, je suis contre les préjugés. C'est ce que j'ai écrit là-dedans. La première phrase, c'est que je ne veux pas qu'on parle de mode alimentaire, ni de végétarisme, véganisme, omnivore, etc. Et non, je ne veux pas qu'on parle de ça. Et pour moi, tout ce qui est mode alimentaire, c'est souvent sous couvert d'idéologie. Hein. On a tout ce qui est crudivore, c'est l'idolâtrerie du vivant, hein, tout ce qui est vivant. Donc dès qu'on cuit, c'est mort, donc c'est pas oui. bon. Complètement aberrant. Il y a l'idéologie des végans également. Donc, tu dirais toute vie animale est respectable, c'est-à-dire comme Émery Caron, tu vas dire qu'un moustique, la vie d'un moustique vaut la vie d'un être humain. Je ne sais pas, ça frise quand même le ridicule, on est d'accord. Tout ça, en fait, ce sont des clivages qui se mettent en place, alimentés par les médias et ceux qui nous gouvernent, dans tous les cas, alimentés également par nous-mêmes qui rentrons dans ce jeu. Voilà. Oui, parce qu'on a toujours besoin, justement, juste pour poursuivre ton propos, de nous mettre dans des cases, comme tu dis, voilà, vegan, végétarien, crudivore, etc. Alors que simplement, déjà, si on pense juste local, déjà, c'est bien. Et puis aussi d'être trop dans l'excès. Et surtout, ce que tu as dit très important, c'est se poser des questions. Parce que souvent, on a une information, peu importe le média, ou même ce qui a marqué sur une boîte ou autre, et on dit c'est ça. Plutôt que de se poser la question, qu'est-ce que c'est bon pour moi, d'où ça vient, comment c'est fait, qui a fait ça, etc. Et c'est vraiment ça, se poser des questions. Mais comme on a toujours tendance à se mettre dans des cases, dans des positions, et de dire je suis, pour pouvoir répondre, mais toi, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es végétarien? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es cela? Et c'est pareil pour tout. Mais comme tout extrémisme, eh ben, n'est pas bon, on sait bien.
Oui, tu vois, je reprends encore peut-être un exemple. Bon, je ne veux pas trop taper dessus parce que voilà, les végans consomment beaucoup de fausses viandes en fait, du simili carné. C'est Oui, souvent des gens qui se présentent comme altermondialistes, hein, les végans. Et donc, ce courant altermondialiste, donc, vous voudrez qu'ils consomment des produits locaux. Voilà. Mais tout ce qui est fausse viande, Beyond Meat, je dirais, c'est Bill Gates qui est derrière. Donc, c'est des compagnies internationales. En fait, ça, c'est de l'alimentation industrielle. c'est ça. Tu vois, donc voilà, il y a des incohérences. Et le problème, on en revenait, tu vois, à cette règle donc, au niveau de la guerre bien pensée, c'est-à-dire l'opposition, la force d'une armée, c'est le nombre. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement nombreux, mais nous tirons tous, je dirais, dans un petit peu, nous tirons une balle dans le pied parce que nous défendons uniquement nos propres intérêts. Et on devrait défendre un intérêt général. Le vote, par exemple, tu vois, le vote doit être un vote citoyen. On doit voter pour l'intérêt de la nation, de la communauté, de la France. Déjà, il faudrait définir ce qu'est la France aujourd'hui, ce qu'est être français, tu vois, parce que bon, c'est devenu quand même tout et n'importe quoi. Pour devenir, tu vois, citoyen canadien, pour devenir citoyen québécois, il faut que tu résides plusieurs, je crois, 5 ans hein, sur le territoire, que tu apprennes la langue, que ce soit l'anglais ou le français. Enfin voilà, il faut montrer patte blanche, tout ça. Aujourd'hui, tu rentres dans l'espace Schengen, tu deviens européen, donc tu choisis ta nationalité dans un pays d'Europe. On est d'accord là-dessus. Bon. Eh oui. Donc, si tu veux, il y a un vrai problème, c'est qu'on alimente des conflits et des sous-conflits. Tu vois, on pourrait se battre tous contre, entre guillemets, l'élevage industriel ou alors peut-être de meilleurs produits, moins d'utilisation de pesticides, d'engrais. Voilà. On aurait des causes, tous des causes communes. Même les différents partis politiques peuvent avoir des causes communes. Mhm. Mais on voit très bien, tout ça, c'est juste un théâtre, un immense théâtre. Quand tu compares sur les précédentes élections présidentielles le programme de Mélenchon, le programme de Marine Le Pen, il y avait quand même 60% de programmes qui étaient communs. Mais tu t'unis pas, en fait, pour mettre dehors ton oppresseur. Donc voilà, tout ça, si tu veux, est un théâtre. Donc on alimente aujourd'hui les conflits, on alimente cette, je dirais, diviser pour mieux régner, hein, Oui, selon oui. l'adage. Tu Et vois, justement, tu vois, on a encore la preuve là, c'est que de tout à l'heure, je lis un petit peu les commentaires et je vois marqué, ah, les gens sont pas courageux, les gens sont pas ceci, les gens sont pas cela, mais nous sommes les gens. Donc, cessons de juger les gens et chacun fait ce qu'il peut à sa hauteur, j'allais dire, hein, je pense. Et plutôt, comme tu dis, essayons plutôt de créer du lien, de se comprendre, de se parler. Parce que c'est facile de dire, oui, mais les gens sont pas courageux, ne s'engagent pas. Bon, ben, ok, oui, mais mais je peux comprendre cette réflexion. Je peux comprendre non, cette mais je la comprends réflexion. Et aussi. j'ai la même, tu vois, quand je prends l'exemple des parents qui ont laissé les enfants aller à l'école avec ce putain de masque sur la gueule. Des Mais- enfants aujourd'hui, déjà on voit qu'il y a des campagnes vaccinales pour vacciner les petits à partir de 6 mois. Non, mais c'est quoi ce délire? Est-ce qu'il y a des enfants Mm. aujourd'hui qui meurent du Covid à 6 mois? C'est Ouais, quoi un enfant à risque? Tu vois, je vais enquêter là-dessus. Je voudrais savoir ce qu'est un enfant à risque. Entre 6 mois et 5 ans, vaccination du Covid, je voudrais connaître l'intérêt, en fait, voilà, de ça. Donc, il faut creuser, il faut chercher, il faut passer du temps. Donc, ça, c'est des gens comme moi qui peuvent le faire. Tu vois, c'est pas une personne lambda, ça me demanderait trop de temps. Tu vois. bien sûr. Mais on peut être découragé. Bien entendu, on peut être découragé. J'ai fait une manifestation des Gilets jaunes, tu vois. Je suis allé à la Ciotat avec un ami. On était, je crois, 4 ou 5 sur le rond-point. Parce qu'en fait, on s'était trompé de jour. Ils étaient tous partis sur Paris, tu vois. Nous, on était allés, tu sais, tu le connais, puisque tu es de la région, au rond-point historique, tu sais, Oui, la de la Ciotat, oui, Ciotat, oui, à la oui. sortie du péage. On y est allé, tu vois, le cœur vaillant. En fait, on était seuls. Eh oui, On est quand même resté. Voilà, les gens nous ont klaxonné, on a ramené d'autres personnes, et qui m'ont reconnu. Oh, Gilles Artigot, qu'est-ce que tu fais là? Bon. Et puis voilà, on a passé une après-midi. Il faut agir physiquement, il ne faut pas attendre des autres. Et voilà. C'est exactement. vrai que le monde, on ne le changera pas. On peut changer uniquement son monde intérieur. Voilà. Mais par nos actions, on peut aussi Mhm, montrer l'exemple. Et il mhm. faut, il faut, je dirais, marquer nos convictions et nos actions dans le monde réel. Voilà. Pas arrêter de rester, de signer des pétitions sur YouTube, enfin, sur Facebook et sur Internet. Il Alors, faut je pouvoir sais se pas. rejoindre, mais il faut donner aussi l'occasion aux personnes, tu vois, de se réunir, de se rejoindre. Tu l'as remarqué, les Gilets jaunes, il n'y avait aucun leader. Dès qu'ils ont désigné des leaders, les leaders ont été choisis par, je dirais, ceux qui nous gouvernent et ils se sont fait massacrer. Voilà. Mhm. Donc, quand il n'y a pas de leader comme ça, c'est très compliqué, c'est très difficile. On n'a aucun leader politique, hein, nous ne voilons pas la face, hein, que ce soit d'un bord ou de l'autre.
tout ce qui est l'arc républicain, boum, tu peux aller jeter tout ça à la poubelle. Donc, il y aura pas de sauveur. Je ne crois pas à cette, je dirais, à ce sauvetage ou cet homme providentiel qui va être élu dans les urnes, par les urnes. Donc, il va falloir agir. Et je pense que réellement, en France, pour le comparer, ne serait-ce qu'au Québec, on est quand même des grandes gueules en France. Hein. On ne se laisse pas faire. Je ne sais pas si c'est un marqueur du Sud. Je connais mes amis bretons. Il ne faut pas trop les emmerder, les amis bretons. Hein. Je connais mes amis du Sud-Ouest. Là aussi, le Sud-Ouest, ça mange du jambon cru là-bas, mais ils sont comme ça, tu vois, les amis du Sud-Ouest. En Alsace, pareil. Voilà, je dirais dans toutes les régions de France, il y a un peu cette espèce de chauvinisme, tu vois. Oui. Et il est encore présent chez les jeunes. Hein. Il ne faut pas se dire aussi les jeunes, voilà, c'est des cons, voilà, ils sont tout le temps sur les jeux vidéo, etc. Non, je pense que c'est multigénérationnel. Et s'il y a un pays aujourd'hui qui peut résister, je pense que ça sera la France. Je pense aussi. Et qu'est-ce que tu dirais justement à ceux qui disent oui, mais bon, moi, à mon niveau, je peux rien faire, je suis trop petit avec toutes ces industries, ces puissants, etc. Bon, qui abandonnent tout ça. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ben, je leur réponds qu'ils reprennent la main sur sa vie, voilà, qu'ils fassent attention à son alimentation. L'alimentation, c'est la base. C'est la base, Mhm. c'est la base de tout. Donc, réfléchir aussi à nos dépenses. Arrêtons de consommer, si on reste sur l'alimentation. Bon, là, en plus, c'est les fêtes de Noël. Donc, voilà, faites des excès pendant les fêtes. Voilà, les fêtes, c'est fait pour ça. Il ne faut pas que ce soit conflictuel. Tu sais, aujourd'hui, tu invites quelqu'un, est-ce que tu manges ci, est-ce que tu manges ça, tu n'es pas allergique à ci, tu n'es pas allergique à ça, le gluten, le lactose, le truc. Mais je disais à Valérie tout à l'heure, mais ça c'est incroyable. Quand on est chez nos grands-parents, ils ne nous demandaient pas, tu veux du gigot ou pas du gigot. Bon, c'est vrai, ceux qui nous invitent, on peut nous proposer de la viande, ils savent qu'on ne mange pas de viande, tu vois. Mais Oui. ne serait-ce que il faut profiter, voilà, des excès, que ce soit alcool, sucre, etc. Il faut se faire plaisir pendant ces fêtes. Il ne faut pas que ce soit conflictuel. Mais Mhm. le reste du temps, il y a des choses qui sont complètement inutiles. Quand je regarde, je vais assez souvent dans les supermarchés pour Mhm. observer ce qu'achètent les gens, pour voir ce qu'il y a aussi dans les rayonnages. Tout comme Oui. j'écoute les médias mainstream. Hein. Lorsque je vais à la salle de gym, j'écoute France Info. Pour moi, je suis connecté au réel. Je sais ce qu'on donne à manger au commun du mortel. Et Mhm. lorsque je regarde dans les caddies, si tu veux, des supermarchés, il y a 90% de choses qui sont inutiles. Et quand je demande Oui. aux gens, mais pourquoi vous mangez? Ben, on mange parce que si on ne mange pas, on meurt. Donc, oui, pourquoi tu manges des choses qui t'empoisonnent alors? C'est tout. Et Quels sont donc, justement les petits gestes que tu pourrais leur préciser, leur donner comme ça, juste si on te demandait qu'est-ce que je peux faire là tout de ben, suite déjà faire la différence entre les choses qu'on peut changer et les choses qu'on ne peut pas changer. Voilà. Mhm. Les choses qu'on ne peut pas changer, on ne doit pas, je dirais, être dépressif à cause de ça. C'est pour ça que dans la protection animale, il y a énormément de personnes qui sont dépressives parce qu'on ne pourra jamais totalement éradiquer la maltraitance animale. Donc, il faut avoir une carapace solide pour intervenir dans ce domaine-là. Voilà, c'est particulièrement dur. Moi, j'ai vu des images qui me resteront tout le temps en tête. C'est pour ça que je ne peux plus aujourd'hui manger de la viande rouge. Voilà, donc, alors, on m'a posé la question, oui, mais si tu meurs de faim, j'ai ben oui, si je prends le fusil de chasse de mon grand-père, je me débrouille pour aller tuer quelque chose, tu vois, ne serait-ce que les colombes qui sont dans le jardin, on les mange, il n'y a pas de souci, tu vois, mais voilà, là, c'est des solutions extrêmes. Mais donc, il y a des images qui m'empêchent de manger certaines choses. On peut avoir, tu vois, certaines convictions et voilà, et faire la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Ce qu'on peut changer, ça peut être aussi notre quotidien. Est-ce qu'on est vraiment heureux par rapport au travail que nous faisons? Il ne faut pas juste se satisfaire d'avoir un travail, d'avoir un salaire. Le travail, quand même, c'est une grande partie de notre vie. Euh, Mhm. Si on fait un travail d'esclave où on n'aime pas ses collègues de travail, on n'aime pas son patron, où on se fait, je dirais, exploiter, bah, il vaut mieux essayer de te trouver autre chose. Euh, Oui. Essayer d'avoir un minimum de résilience par rapport ne serait-ce qu'à notre alimentation. Retourner en cuisine, réapprendre à faire des choses simples.
Aujourd'hui, lorsqu'on mange, on dirait qu'on est au restaurant tous les soirs. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ben, ce soir, c'est italien, pizza. Ben, tiens, demain, c'est chinois. Tiens, ben, dans 3 jours, c'est indien. Ben, c'est n'importe quoi. J'ai dit, à la maison, moi, c'est la soupe tous les soirs, tu vois. Oui. Donc, c'est une soupe qui est différente. Voilà, j'ai un ménage avec d'autres choses. Quand je Mm. fais un plat, bon, on n'est que deux, ben, on va le manger pendant 2, 3 jours. Voilà, on peut le garder au frigo, on alterne avec un autre plat. Il faut revenir vers beaucoup plus de simplicité. Aujourd'hui, pour peut-être parler un peu d'alimentation, tu vois, on mange plus par gourmandise que par nécessité. Mm. On mange parce que c'est bon au goût. Voilà. Et ça, il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter parce que c'est une alimentation qui nous rend malade. Et aujourd'hui, si vous êtes malade et si vous êtes en France, je dirais, ça craint d'aller à l'hôpital, quoi. Ça craint d'aller voir le toubib. Il faut arrêter d'aller voir le toubib pour juste un petit rhume. Il faut prendre Mm. sa vie en main. Oui. Je ne veux pas prôner l'automédication, mais je dirais nos grands-parents avaient des remèdes hein, pour faire passer les virus, etc. Ne serait-ce que tu manges 3, 4 gousses d'ail crues par jour, tu verras Oui. que des virus et même la grippe, tout ça, elle aura du mal à rester dans ton corps. Tu vois, moi, les virus, je les atomise. Hein. Rappeler aussi les bienfaits de la prévention. Parce qu'en médecine préventive, on peut, à l'approche de l'hiver, faire par exemple une cure de gelée royale, faire une cure, enfin je sais pas quoi, enfin chacun peut trouver ce qu'il veut, mais essayer quand même de trouver aussi en préventif et surtout par rapport à l'alimentation, comme tu l'as dit, revenir au basique, revenir sur des choses simples, parce que bon, c'est vrai qu'on est tellement sollicité par tout un tas de nourriture qui nous donne envie, et moi je poursuivrai ton propos en disant que souvent, on veut se remplir et remplir des vides et des manques. Pour ça aussi qu'on mange. Oui, oui, pour certains, comme on dit au Québec, on mange nos émotions. Mm. Donc voilà, après il y a la gourmandise, il y a ce fameux sucre ou le chocolat qui est une récompense et le sucre est la première des drogues en fait, hein, au niveau même de l'addiction. C'est beaucoup plus puissant que la cocaïne par exemple. Je dirais tous les enfants aujourd'hui sont drogués au sucre. On Mm. voit cette hyperactivité croissante, ne serait-ce que quand je voyage en train, je vois des enfants qui hurlent, mais ils hurlent, je dis, mais c'est pas possible, d'où il sort ce cri, tu vois, Ouais. c'est quand on Ouais. était enfant, c'est pas possible, on ne hurlait pas comme ça, tu vois. Je parle avec des maîtres d'école qui se mettent les mains sur la tête. Les enfants aujourd'hui ont en fait l'attention d'un poisson rouge. Et c'est pas une blague, hein, je vous dis là, c'est un bouquin, je viens juste de le finir. Bon, c'est la mémoire d'un poisson rouge. Donc, Civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, qui explique que l'attention aujourd'hui des jeunes, même des milléniums, hein, est de 9 secondes. C'est à peine 1 seconde de plus que le poisson rouge, tu vois, qui fait le tour de son Oui. bocal. Et heureusement, là, sa mémoire s'efface, sinon il deviendrait fou, tu vois. Mais les enfants aujourd'hui, ils doivent garder cette attention avec chaque fois des ruptures de rythme ou d'image. Ce qui explique les TikTok. C'est ça. Que beaucoup. Donc, en fait, c'est des images épileptiques qui vont rendre les enfants totalement débiles. Hein. Et accro. Ça empêche le développement de leur cerveau. Hein. Il y a Michel de Desmurger qui a écrit Tévélobotomie aussi, un chercheur de l'INSERM ou du CNRS en France. C'est effroyable. C'est effroyable. Et je me mets à la place des parents qui a un enfant hyperactif, qui est gavé de sucre, tu vois, ou de pépito, ou je ne sais pas quoi. Les parents sont à bout et je me mets à leur place. Les parents sont à bout. Mm. Donc, ils Mm. vont les mettre devant aujourd'hui des programmes qui sont là pour lobotomiser nos enfants, C'est pour en ça. faire de véritables machines. Tu sais, je cite Oui. très souvent le film Matrix parce que voilà, c'est une métaphore de notre société aujourd'hui. On produit juste des esclaves qui vont nourrir un système, qui vont payer des taxes, qui vont servir juste à enfanter ou pas, ou enfanter par procuration. Pour générer encore plus de croissance. Voilà. Tu sais, la grosse différence entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres, en fait, gagnent leur vie par le travail et que les riches gagnent leur vie, justement, par les revenus que les pauvres génèrent. Voilà. C'est la grosse Mm. différence entre les riches et les pauvres. Donc, si vous travaillez, c'est que vous faites encore partie des pauvres. Les vrais riches, en fait, ne travaillent pas. C'est leur argent qui travaille et ils génèrent des revenus comme ça. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. On arrive presque à la fin, ça passe vite. Je passerai toute ma soirée avec toi, c'est super intéressant. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du Hit Club justement que tu as créé, que tu expliques un peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce qu'on peut y trouver, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, c'est quoi? Alors, on me suit suivez-moi sur Instagram, j'envoie le programme toutes les semaines. L'accroche du Hit Club, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Donc, j'aborde différents sujets, différents thèmes.
Il y a des thèmes centraux, bien entendu, comme l'alimentation, le bien-être, la santé. Je parle avec certains membres du club qui sont spécialisés. Là, dernièrement, j'ai reçu Aurélie, qui est le spécialiste du sommeil. Tu vois, là aussi, on pourrait en parler. Tu vois, du sommeil. Nous sommes tous en déficit de sommeil. Nous ne dormons pas assez. Nous sommes en décalage par rapport au rythme circadien. C'est-à-dire, nous nous couchons beaucoup trop tard. Oui. Nous nous levons beaucoup trop tôt. Donc, à cause de ce travail encore qui nous a servi. Et tout ça, donc ça nous crée, je dirais, des maladies inflammatoires. Ça fait remonter le cortisol, ça crée des déséquilibres, que ce soit nerveux, que ce soit au niveau de notre santé. Et donc, il faut reprendre la main sur notre vie. L'alimentation, c'est une piste très intéressante. Le fait de se rendre compte également voilà, qu'on n'est pas des robots, on n'est pas juste là pour produire du travail et payer des taxes et des impôts pour payer notre vie. Mais on est là aussi pour nous élever également spirituellement. Et c'est vrai que c'est pas forcément très bandant ou très à la mode de parler de religion. Mais je pense que ce qui nous a tués aujourd'hui, c'est cette absence, je dirais, de religion, cette religion laïque qui a été imposée donc, par les francs-maçons à la République française, qui visait à tuer le catholicisme. Après, voilà, je voudrais pas, on n'a pas le temps là, ici d'aborder ce point-là, mais c'est important, que ce soit la religion ou la spiritualité, en tout cas, croire en des forces supérieures Oui, voilà, ok. spiritualité, parce que c'est vrai que bon, pour certaines religions, ça interdit, etc., ça Mais crispe un peu. pourquoi il faut savoir pourquoi. Il faut Oui, non, connaître bien sûr, aussi. bien sûr. Parce qu'il y a énormément de préjugés sur les religions. Énormément. Tout ça, c'est parce qu'on a une méconnaissance profonde de l'histoire, les amis. On a une méconnaissance profonde de l'histoire. Pas l'histoire qu'on nous enseigne Nathan dans ses livres d'histoire à l'école. Non, non, je vous Non, parle non, bien sûr. d'histoire d'historiens aujourd'hui qui vont je dirais, nous casser un petit peu ce narratif ou cette idéologie qui a été véhiculée par l'éducation nationale. Mais c'est important de connaître notre histoire. Et vous allez vous apercevoir, lorsque vous allez commencer à vous poser des questions, à trouver des réponses, à aller chercher, que vous n'aurez plus le temps de regarder des séries Netflix. Vous allez rentrer à la maison, vous vous serez fait une sélection de podcasts ou de vidéos ou de livres, notamment le livre. Le livre est hyper important. Pour moi, la lecture est aussi importante que le sommeil. Le sommeil, notamment le sommeil profond, permet à notre cerveau de se régénérer. Faire comme un reset. Tu dors pas, tu meurs. Hein. Les torturés, donc les Américains à Guantanamo, ils ont torturé les gens en l'envoyant de la musique pour pas qu'ils dorment. Tu vois, donc le manque de sommeil, ça te rend fou. La lecture, ça peut vous aider justement à retrouver un minimum de concentration et surtout d'augmenter votre bagage linguistique. Parce que si on n'a pas de mots, si on manque de mots, on ne peut pas bien exprimer notre pensée. Et ça, moi je regrette d'être arrivé un peu tard, tu vois, sur ce cheminement. J'ai mis quasiment 40 ans à arriver à ce cheminement. Là, ça va faire donc 16 ans que je suis en perpétuel, je dirais, apprentissage. J'apprends tous les jours. J'ai appris aujourd'hui avec toi, ce soir également. Donc, si on est sur ce process d'apprentissage, la vie est incroyable. La vie est incroyable parce qu'elle va vous mettre sur le chemin d'autres personnes qui sont peut-être comme vous. Du moment où vous y mettez l'attention, hein, j'ai une pancarte en sortant de la maison parce que j'ai une femme qui est incroyable, elle se lève avec le sourire. Moi, je suis plutôt du mode grizzly québécois, tu vois. La barbe, des fois, les positions, etc. Donc, quand je sors de la maison, il y a un panneau, il y a marqué pensée positive, journée positive. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'on va finir sur ça justement parce que, en effet, hashtag possible. Pour moi, mon credo, c'est de dire que ben, dès que tu es positif, tu attires à toi forcément du positif et tu vas créer du positif et tu vas te sentir bien et ta journée va très très bien se passer. Oui, 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 c'est très important ce que tu dis parce que ceux qui ne veulent pas du bien, ceux qui veulent ceux qui nous veulent du mal, sont justement en train de nous envoyer des informations hyper négatives. N'oubliez pas une chose, les amis, vous qui nous écoutez là ce soir, et je terminerai là-dessus. Je suis persuadé aujourd'hui que les médias fabriquent une fausse réalité. Les médias vous fabriquent une fausse réalité. Ce n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur, ce que vous voyez à travers les médias. Coupez-vous des médias mainstream, allez chercher vos propres informations, entourez-vous de personnes positives.
de personnes comme peut-être Sandrine, voilà, qui est sur ce positivisme. Moi, je suis pas vraiment positif. Hein. Venez sur ma chaîne, vous écouterez quelques prises de parole. J'ai souvent des coups de gueule, mais je suis toujours dans la non-violence. Et je crois, de toute façon, que le combat, nous le gagnerons à la fin. Donc, l'humain gagnera ce combat. C'est toujours un combat contre le bien, contre le mal. Mais il faut sortir de ce narratif mainstream et retrouver de la sérénité en nous entourant de gens positifs. C'est ça, exactement. Après, comme tu dis, bon, on peut aussi être en colère. On peut être positif et en colère, hein, ça, c'est possible aussi, hein. Mais si on est tout le temps en process, c'est-à-dire de cette colère intérieure, en fait, on n'a pas d'ennemi face à nous. On ne sait pas contre qui nous battre. On peut Mhm. critiquer Macron, on n'atteindra jamais Macron. Mhm. Ça, en fait, c'est fait pour vous nuire. C'est-à-dire que toute cette colère que vous n'arrivez pas à projeter sur l'autre, vous la reprenez comme un boomerang. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas être conscient de tout ça. Et moi, je le dénonce. Venez sur mon Instagram, vous verrez, je suis actif de ce côté-là. Par contre, je fais la différence entre les choses que je peux changer et les choses que je ne peux pas changer. Merci beaucoup, Gilles. Ce fut un Merci à plaisir. toi. Je te dis à très vite. Plein de belles choses. Et puis, plein de belles choses à tous et à toutes. Merci, Merci. merci à toi et merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là.